Bonsoir tout le monde, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Merci encore d'être aussi fidèles et aussi nombreux derrière vos écrans pour ces sessions webinaires. Donc, on va aborder cette deuxième session avec notre invitée du jour, Caroline Lantéjoul. Donc, Caroline qui est vétérinaire, mais pas que, donc, parce qu'elle est aussi apicultrice en Pays de la Loire et aussi diplômée du DIE apiculture dans les risques depuis 2015. Caroline, elle est spécialisée en apiculture, donc c'est aussi ça, c'est la spécificité et son abord aujourd'hui. Cette deuxième session, euh, elle va s'intéresser beaucoup plus sur le suivi et la surveillance des colonies en termes de portage varois et comment éventuellement on pourrait ajuster un certain nombre de paramètres pour une meilleure objectivation de ce portage-là. Euh, la première session, pour ceux qui ont suivi, on a quand même abordé la distinction des parcours techniques en production de miel et autres éventuellement. Quelques petits cas aussi et des situations par rapport à un portage viral et l'impact que ça peut avoir sur la gestion varroa. Donc aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à des cas, des situations de comptage que Caroline va illustrer. Je vais peut-être lui demander de passer la première diapo et je finirai aussi mon propos par rapport à ça. Donc comme toujours, vous allez recevoir le replay et Mm. n'hésitez pas à poser toutes vos questions qu'on va aborder vers la fin de l'exposé, que ça soit sur le bouton questions-réponses et ou bien sur le chat directement. Donc j'aime bien commencer cette diapo-là, donc pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc je trouve que ça met quand même à plat un certain nombre de facteurs et surtout la multitude de ces facteurs-là qui peuvent affecter la santé de l'abeille ou la santé du superorganisme, hein. On peut intervertir l'abeille et la ruche. Se répartissent en deux grandes catégories, donc biotique et abiotique. Donc abiotique, donc tout ce qui est lié à l'environnement et aussi aux pratiques apicoles et aux traitements qu'on peut prodiguer aux superorganismes. Et biotique, parois en chef de file, mais aussi d'autres virus et champignons comme l'ozéma, et par extension un certain nombre de prédateurs comme le frelon. Et je pense que je vais laisser la parole à Caroline juste après. Si je me trompe pas, ça sera Bonjour à tous. la diapo d'après. Bah, j'ai un... Parfait. Oui, voilà, c'est bien ça. C'est bon? Tu m'entends? Oui, voilà, je te cède la parole, Caroline, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Varroa, c'est un sujet très très vaste et mon collègue, le docteur Terville, vous en a parlé il y a à peu près un mois. L'objectif, c'était de vous faire un petit suivi aussi sur la gestion en Varroa. Il y a tellement de choses à dire dans la continuité un petit peu de ce qui vous a été présenté il y a un mois sur la gestion de Varroa et quelques rappels sur les facteurs de risque. Et là où, en tant qu'apiculteur, on a à jouer pour protéger et limiter l'impact de Varroa sur nos colonies. Comme vous l'a dit Abdelrahim, et puis comme vous l'a dit le docteur Terville en conclusion de son intervention d'il y a un mois, la surveillance des colonies et du varroa est une priorité aujourd'hui et on ne peut pas faire sans. C'est en ça que du coup, je me suis dit qu'il fallait vous faire quelques petits rappels et commencer notamment via quelques rappels sur la surveillance. Alors pourquoi il faut le surveiller et être actif dans la surveillance en tant qu'apiculteur? C'est parce qu'il n'est pas si évident de le repérer. En fait, un varroa, de nature, c'est un parasite qui sait rester discret. On vous le met à chaque fois et je pense que c'est important pour la compréhension. Ma varroa en saison est cachée dans le couvain, hein. Vous avez 80-90% des varrois qui sont bien au chaud en train de se multiplier tranquillement dans le couvain. Et au final, les varrois visibles sont très très peu nombreux. Et en général, quand on commence à les voir, il est souvent déjà trop tard. Deuxième chose, en plus, c'est une publication que je voulais vous partager, une de 2019, hein, qui est hyper intéressante. Je vous encourage à aller la lire. Elle est focalisée sur la nutrition du varroa sur l'abeille. C'est ma petite diapo mon petit graphique de droite.
adultes. En fait, si vous voulez, ils se sont rendus compte qu'en fait, Varroa avait un site préférentiel sur l'abeille adulte où il allait se nourrir. Et malheureusement, c'est pas un endroit facile forcément à voir quand vous observez des abeilles. C'est pas sur le thorax, c'est sur la partie basse de l'abeille et sur le côté gauche. On le voit avec le point rouge sur la photo du milieu. Clairement, donc si vous voyez des varrois sur le thorax, c'est que déjà on est sur une infestation qui est déjà non maîtrisée et derrière, il est souvent déjà trop tard. C'est en ça que pour pouvoir avancer sur la surveillance varroa qui est devenue essentielle, on doit passer par autre chose que du visuel. Les comptages sont devenus indispensables. Donc, je vous fais un petit rappel rapidement sur les techniques de comptage qu'il existe aujourd'hui, hein. Vous avez majoritairement trois techniques de comptage qu'on peut utiliser au rucher. Ça passe des comptages sur l'ange au comptage de varroa phorétique et enfin de comptage sur le couvain. Alors, toute technique a ses avantages et inconvénients. Elles ne sont pas parfaites, mais ça permet de se donner une idée et d'aller mettre une idée sur la pression d'infestation de vos colonies. Pour commencer, j'ai commencé par les comptages sur l'ange. Pour moi, c'est la technique qui est peut-être la plus sensible. L'avantage, c'est qu'on peut la réaliser vraiment tout au long de l'année sans perturber la colonie. Donc, c'est très simple, hein. Vous allez poser sous des fonds grillagés des plaques, hein, graissées pour aller regarder au fil du temps les chutes de varroa naturelles. Alors, la difficulté qu'il y a, c'est que fréquemment, quand je vous ai au téléphone pour des retours de données d'infestation, souvent vous me dites, j'ai eu tant de varrois qui sont tombés sur 48 heures. Mais sur 48 heures, c'est vraiment pas suffisant. Pour se faire une vraie idée de l'émergence, enfin des chutes naturelles de varrois, il faut comprendre que les varrois sont pas répartis de façon homogène dans le couvain, ce qui fait que on est obligé de faire une évaluation au minimum sur 10 jours. Qu'est-ce que ça implique? C'est une technique qui est très sensible, hein, pour aller repérer les couvains enfin, les varrois sur le lange. La problématique, ça veut dire relever les langes très régulièrement et repasser au rucher régulièrement. Si vous ne passez pas régulièrement, vous pouvez avoir des débris de ruche qui vont vous empêcher à correctement lire le lange, ou sinon vous pouvez avoir des insectes, notamment les fourmis, qui peuvent aller manger les varrois et fausser finalement votre résultat. C'est en ça qu'il faut être prudent sur l'interprétation des langes. Après, vous avez les comptages de varroa phorétique. Ceux-là sont très intéressants. Si la diapo veut bien venir, ça y est, elle arrive. C'est qu'ils vous permettent finalement d'aller mesurer une infestation directement sur le rucher. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sur place et avoir un résultat instantané, ce qui peut vous permettre d'avoir des mesures d'action immédiates au rucher. La difficulté, c'est sa sensibilité, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, les varrois sont cachés au chaud dans le couvain. Donc, si vous cherchez des varrois phorétiques en saison, on est sur une technique qui est pas très sensible. C'est-à-dire que si vous allez me faire un comptage de varrois phorétiques, euh, par exemple au mois d'avril, clairement, si vous en trouvez, vous savez qu'il y en a. Donc, c'est très spécifique. Par contre, si vous n'en trouvez pas, c'est là que c'est compliqué de l'interpréter, votre résultat. Parce qu'on est vraiment sur une technique qui manque un petit peu de sensibilité. Donc c'est en ça que quand vous faites des comptages, dans ces cas-là, il faut les interpréter dans un ensemble, dans un contexte de rucher. C'est-à-dire que si vous avez 10 colonies, il faut en compter aller au minimum 6 pour se faire vraiment une idée de la colonie dans un rucher qui présente une pression d'infestation particulière. Alors, je vais couper le son. Alors là, c'est des techniques pour vous montrer un petit peu comment prélever les abeilles. Il faut prélever une quarantaine de grammes d'abeilles pour se faire une idée de la pression d'infestation. Alors, on ne choisit pas les abeilles n'importe comment. On va les prélever. Alors, j'ai coupé la petite vidéo. Hop. Voilà. On va les prélever directement soit sur le cadre de couvain. En général, on choisit un cadre où vous avez des larves juste avant operculation pour faire en sorte d'optimiser les chances de trouver du varroa. On fait attention à ne pas prélever la reine, hein, à la repérer en amont pour éviter de la malmener, on va dire. Ou sinon, notamment si vous avez des doutes sur la qualité des couvains, il peut être bien de prélever soit avec un système d'entonnoir ou de taper les abeilles dans un toit retourné pour derrière aller faire le comptage. Donc, derrière plusieurs techniques, hein, vous avez des techniques. La technique de référence, ça reste l'alcool. Donc, là, par contre, vous récupérerez pas vos abeilles, hein, elles seront mortes à l'issue du comptage. Sinon, vous pouvez très bien utiliser les techniques, du CO2 ou, du sucre glace, qui sont un petit peu moins sensibles et qui nécessitent en général de mettre un coefficient, pour, obtenir un résultat qui soit un peu plus, comparable à celui du test à l'alcool.
Après, vous avez la dernière technique de comptage qui existe, ça va être les comptages sur couvain. Comme je vous ai dit, hein, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans les couvains parce que les varrois, en général, sont en saison directement dans le couvain. Là où c'est le plus intéressant de regarder, c'est dans le couvain mâle parce que le couvain mâle est plus attractif pour les varrois. En général, il faut désoperculer minimum 200 cellules pour se faire une vraie idée de l'infestation. Donc, ce que je vous dirais sur cette technique-là qui est chronophage, c'est qu'en général, on la couple finalement à du piégeage dans le couvain mâle. Donc, une technique zootéchnique qui vous permet enfin, d'essayer de limiter la multiplication des varrois et finalement qui va vous permettre en même temps de vous faire une idée de la pression d'infestation au rucher. Sur l'interprétation des résultats, donc on a des seuils qui existent, hein. Sur le lavage à l'alcool ou le sucre glace ou le CO2, bon, les comptages de varroa phorétique, en général, on aime bien être en dessous de 1 au printemps et ne jamais dépasser 3 au moment de la mielée d'été et de retourner finalement sur des bases inférieures à 1 pour l'hiver. Sur les chutes naturelles, il y a des seuils qui sont connus. Il faut savoir quand même que ces seuils, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des seuils à interpréter dans un contexte de rucher et qui peuvent avoir finalement, enfin on peut avoir des seuils qui fluctuent un petit peu parce qu'on a des différences entre les colonies et finalement des colonies qui sont plus ou moins sensibles aux varrois par rapport à d'autres. Donc ça vous donne quelques petites bases sur l'interprétation et la mesure du varroa sur vos ruchers. Après, ça n'empêche pas que on fasse des comptages enfin, un petit peu tout au long de l'année, mais d'être vigilant quand même aux signes d'appel. Parfois, on peut se dire, tiens, je vais faire des comptages avant tel mielé à l'issue de tel traitement pour se faire une idée de la pression d'infestation sur mon rucher. Mais si, au cours de la saison, vous voyez des signes d'appel qui peuvent vous faire penser finalement à une infestation qui pourrait ne pas être maîtrisée, il faut absolument intégrer dans vos visites sanitaires un comptage de varroa pour vous faire une idée de la pression d'infestation. Alors, on le voit rarement aussi bien que sur la photo, hein, mais quand vous voyez finalement des varrois sur le dos de vos abeilles, ça doit faire un tilt et déclencher finalement un comptage immédiatement au rucher. Là, par exemple, on était sur une ruche où on a fait un comptage suite à une suspicion de pression d'infestation en lien avec la présence de varroa phorétique observée, et on était avec 7,9 varroa phorétique pour 100 abeilles, donc ce qui est vraiment énorme. D'autres signes doivent vous alerter, hein. Ça va être aussi, pourquoi pas, la mortalité au pied des ruches. Euh, Quand vous allez regarder systématiquement vos colonies, hein, on a tendance à vouloir les ouvrir directement, vérifier les réserves, vérifier la population, etc. Mais la première chose à regarder, en même temps que l'activité de butinage, ça va être finalement le pied des ruches. Voir si elles sont pas en train de nettoyer quelque chose. Est-ce qu'on a de la mortalité? Est-ce que ça peut être des abeilles adultes? Est-ce que c'est des nymphes? Est-ce que c'est des ouvrières? Est-ce que c'est des mâles? Là, par exemple, on était sur une colonie avec finalement un système de bâche au sol qui permettait d'avoir une observation importante de la mortalité sur la colonie. Et au final, quand on regardait la mortalité que l'on observait, on était sur des nymphes, notamment de mâles, qui étaient mal formées, alors qu'on était vraiment sur une visite au mois d'avril. Donc autant vous dire que ça doit faire tilt en vous disant, tiens, on a des mâles avec des ailes atrophiées qui sont sortis par les abeilles, il y a un souci peut-être varroa, ça doit déclencher forcément un comptage. Et dans ce cas-là, on était sur une colonie qui était avec 3,6 varroa phorétiques pour 100 abeilles. Alors, d'autres choses qui doivent vous alerter, c'est l'état sanitaire des couvains. Comme on le disait plein de fois, les couvains finalement enfin les varrois sont cachés tranquillement dans le couvain. Donc derrière, vous devez, dès qu'il y a des malformations, enfin des anomalies au niveau du couvain, vous faire finalement une idée de ce qui se passe sur la colonie. Alors, est-ce que c'est une atteinte du couvain ouvert? Est-ce que c'est une atteinte du couvain fermé? On pense tout de suite à la loque, donc forcément, il faut l'écarter et aller regarder dans le détail pourquoi ce couvain présente des anomalies. Alors là, je vous ai mis des petites photos que j'ai pu revoir sur le terrain entre le mois d'avril et le mois de septembre. Donc des couvains qui sont pas très jolis, qui sont morcelés. Donc des fois, on a finalement des cellules de couvain chauves. Donc derrière, on va chercher les nymphes pour regarder dans quel état elles sont derrière. Est-ce qu'elles sont mal formées? Est-ce qu'elles sont belles ou pas? Est-ce qu'il y a du varroa qui est présent? Sur la deuxième photo, vous voyez une abeille finalement qui est la langue tirée. Il n'y a personne qui vient l'aider. Les abeilles ne l'aident pas à naître. Et allez chercher ces abeilles naissantes pour comprendre pourquoi personne ne s'occupe d'elles. Et derrière, vous pouvez retrouver parfois des abeilles qui sont mal formées, qui sont petites, hein, donc essayez de comprendre pourquoi.
Derrière, pareil, d'autres cellules de couvain chauve. Et enfin, bah, on peut avoir parfois aussi des signes type du couvain saxiforme, comme sur la dernière photo. Donc tous ces signes-là doivent vous alerter et finalement déclencher des comptages pour comprendre ce qui se passe sur les colonies. Enfin, on peut aller regarder aussi et s'alerter dès lors qu'on va avoir des anomalies morphologiques. Ça, régulièrement, vous avez tendance à appeler assez facilement. On voit par exemple sur la photo de gauche, on voit plusieurs abeilles avec les ailes déformées. Donc ça doit vous alerter. Le signe des ailes déformées peut vouloir dire qu'à un moment donné, la pression d'infestation varroa n'a pas été maîtrisée. J'aime bien aussi aller regarder finalement la tête des abeilles naissantes. Les abeilles naissantes peuvent vous apporter des indications intéressantes pour voir si elles sont bien trapues ou finalement si elles sont un peu comme sur la photo de droite, un peu petites et du coup, bah, signe qu'un un parasitisme peut être présent. Là, on était sur une visite de fin de saison juste avant traitement. Et vous voyez, on était monté quand même à 13,1 varroa phorétique pour 100 abeilles, ce qui est vraiment astronomique. Pourquoi s'inquiéter de tout ça? Mais parce qu'en fait, on veut éviter finalement la varose et l'effondrement de vos colonies en hiver. Le truc classique, hein, vous retrouvez en sortie d'hiver finalement une petite poignée d'abeilles mortes grappées malgré la présence de réserves. Derrière, bah, malheureusement, quand on regarde dans le détail, eh ben, on voit des varrois dans les cellules, comme sur la photo du milieu. Des fois, on voit quelques abeilles qui sont mortes de faim, finalement, alors qu'il y a des réserves plein la colonie. Mais elles n'ont pas eu le courage d'aller chercher les réserves, elles étaient trop faibles et en dépopulation. Ou des photos, tout simplement, en bas, où on peut voir directement les varrois sur les abeilles. Sur la première photo en bas à gauche, vous voyez bien un varroa à l'endroit où on le dit, même il y en a deux varrois en bas à gauche de l'abeille. Ou sinon bah, des abeilles petites ou aux ailes déformées. Donc, quand on est dans ces situations-là, c'est plutôt assez évident, hein. On voit directement qu'on a des signes d'appel et qu'on est sur des stades avancés et les comptages sont là pour confirmer un petit peu le diagnostic qu'on met en évidence. Mais c'est pas toujours aussi évident. La vraie vie fait que bah, on a besoin finalement des comptages dont on parle pour comprendre ce qui se passe sur les ruchers. Là, je vous mets par exemple un rucher en production avec 18 colonies sur lequel on a voulu faire une évaluation bah, de la pression varroa sur le rucher. Donc, vous voyez, on a compté au total 10 ruches qui sont présentes ben, sur le milieu. Donc, derrière, on se rend compte que finalement, bon nombre d'entre elles sont à zéro. Et au milieu de tout ça, vous aviez une ruche qui était à 9,8 varroa phorétique pour 100 abeilles, qui est monumentale. Et la copine d'à côté, la voisine, qui était quand même à 0,7, parce que les voisines ont été faites une fois que l'on a identifié la 9,8 des parois phorétiques. Quand on regardait les colonies, et notamment celles-là, elles étaient magnifiques, hein, aucun signe particulier d'appel, des colonies en production qui partaient sur la mêlée d'été sans aucune problématique majeure qui aurait pu vraiment alerter, sauf peut-être quelques cellules, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, où on avait des abeilles qui commençaient à nettoyer quelques cellules de couvain par-ci, par-là. C'est en ça que, sans les comptages, jamais on n'aurait pu identifier cette fameuse tête à poux qui aurait pu finalement entraîner une contamination de toutes les autres et peut-être partir en varose clinique en plein milieu de la mielée d'été. Donc ça, c'était pour vous faire un petit topo surveillance. La surveillance, pour moi, c'est une priorité aujourd'hui. Bah, pour travailler en apiculture, il faut être en capacité aujourd'hui, je trouve, d'aller vérifier la pression varroa de vos colonies. Alors, les techniques, il faut, si vous ne savez pas les faire, faites-vous aider d'apiculteurs chevronnés, de ruchers écoles, de techniciens sanitaires apicoles qui peuvent vous montrer ces techniques-là. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul. Bah, le principal, c'est d'avancer et d'essayer de comprendre ce qui peut se passer sur vos colonies. Alors du coup, on va s'intéresser un petit peu maintenant aux facteurs de risque. Vous en avez vu pas mal avec le docteur Terville il y a un mois. On va essayer d'en aborder d'autres. Ils sont nombreux quand il s'agit de varroa. On va essayer de présenter un petit topo sur les facteurs de risque qui peuvent influencer l'impact du parasite et des virus qui sont transmis qui ont un impact finalement sur la santé des colonies. Alors, on les a regroupés en plusieurs catégories. Ceux qui sont liés par exemple aux pratiques apicoles, on a vu bah, la notion de comptage, hein, je vous ai dit, la surveillance, bah, c'est une nécessité. Donc c'est une pratique apicole où il faut que les apiculteurs s'investissent pour mieux comprendre ce qui se passe sur les colonies. Vous en avez d'autres facteurs de risque qui sont liés soit
à la colonie et sa gestion, à l'environnement, hein. Les hivers plus doux posent de plus en plus de problèmes aujourd'hui, comme à des problématiques liées à des risques de biosécurité. Le classique, et on ne reviendra pas forcément dessus, c'est les introductions d'essaims. Quand vous ramassez un essaim dans la nature ou que vous introduisez une nouvelle colonie, potentiellement, elle peut être une source de varroa pour les autres. Et il est important à ce moment-là d'aller comprendre ce qui se passe sur elle, de l'isoler, de la traiter si nécessaire, d'aller regarder son état sanitaire avant de la mettre dans un rucher en production. Donc, pour mieux comprendre un petit peu ces facteurs de risque-là, je me suis attardée un petit peu. Mon confrère avait fait toute une partie sur notamment la phase chronique de multiplication du parasite dans le couvain. Donc, je me suis attardée plutôt à ce que j'appelle la phase aiguë de dispersion du parasite. Finalement, c'est les contaminations qu'on peut avoir entre les ruches et entre les ruchers qui font qu'à un moment donné, votre pression varroa devient très vite problématique. Alors, entre ruches, on peut parler du pillage et de la dérive qui vont avoir un impact. Les échanges de cadres, hein, quand vous mettez des cadres d'une colonie sur l'autre, potentiellement, ça peut être des introductions de varroa et une perturbation de l'équilibre de la colonie. Vous pouvez avoir des problématiques entre ruchers aussi, hein. Les introductions dans le dessin, on en a parlé à l'instant. Le pillage est une problématique importante aussi. Tout ce qui est transhumance, densité de colonies, ruchers abandonnés, c'est autant de facteurs de risque qui vont avoir un impact sur la phase aiguë de dispersion du parasite. Alors, quelques exemples issus de la bibliographie, hein, et pour vous donner quelques ordres d'idées, on parle quand même en été, par exemple, de 70 varrois échangés par colonie et par jour. C'est monumental. Sur une année, on parle de 200 à 4000 varrois par colonie. Et quand on parle de pillage, ça peut aller sur des colonies qui vont jusqu'à plus d'1 kilomètre de distance de votre rucher. Donc on voit en quoi finalement la lutte contre varroa a une importance collective majeure. Un petit graphique pour vous le schématiser, hein, on vous l'a dit, la croissance de varroa, elle est exponentielle. Il se multiplie tranquillement au chaud tout au long de la saison dans le couvain, jusqu'à ce que vous réalisiez par exemple un traitement d'été qui va permettre de redescendre la pression d'infestation. La difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir finalement d'un seul coup une invasion de varroa qui va faire en sorte de faire exploser votre niveau de pression varroa et la croissance exponentielle du varroa va devenir beaucoup plus importante et va s'accélérer. C'est là que sans surveillance associée, on peut avoir des problématiques d'identification de cette problématique de varrose. Alors, un petit schéma que je souhaitais vous partager, hein. Moi, je suis vétérinaire aussi dans le cadre du PSE de mon DGDS départemental. Et depuis presque 10 ans maintenant, on encourage tous les ans les apiculteurs de la région à faire des comptages associés à leur traitement. Systématiquement, on va donner cette fiche, c'est un exemple de fiche d'évaluation de la pression d'infestation résiduelle varroa post-traitement aux apiculteurs en même temps que leur traitement et on va leur demander de compter. Alors, dans quel but? Dans le but de surveiller leur colonie d'un point de vue individuel, mais ça nous permet d'avoir une surveillance collective aussi de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est en ça que c'est aussi très intéressant et très important pour nous. Alors, tous les ans, j'ai un bon nombre de comptages qui reviennent, donc grâce aux apiculteurs de notre région. Et c'est top, au point que, pour la petite anecdote, j'ai fait une visite chez un apiculteur dans un cadre de visite PSE avec d'autres de mes techniciens sanitaires apicoles. Et on s'est retrouvé à faire finalement une visite chez un apiculteur qui nous dit: Ah là là, j'avais peur que tu viennes parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Je suis: Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? T'as pas déclaré tes colonies. Mais si, si, ça je l'ai fait. Alors après, je lui dis: Bon, qu'est-ce que tu as fait comme traitement varroa? Il me dit: Bah, j'ai fait le traitement que tu m'as recommandé. Et puis enfin, il me dit, en fait, j'ai pas fait mon comptage sur l'ange cette année, j'ai pas eu le temps, etc. Donc autant vous dire que c'est rentré dans les mœurs que ce comptage sur l'ange, c'est quelque chose d'important. Il a eu peur que je le gronde parce que c'était pas fait, mais c'était pas le cas. L'objectif, hein, vraiment, c'est d'essayer de faire comprendre que la surveillance est devenue vraiment indispensable aujourd'hui et qu'il faut qu'on avance dans ce sens-là. Là, c'est un exemple de retour qu'on a pu avoir cette année avec des comptages qui étaient à peu près maîtrisés suite au traitement mis en place par l'apiculteur. Alors, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Je vous dirais que tous les ans, j'ai une dizaine d'appels sur le mois d'octobre d'apiculteurs qui me disent cette année, le traitement n'a pas marché.
Alors bon, on se dit, bon, ok, il n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as utilisé? Quels étaient les comptages que tu as fait, etc. Et là, c'est le cas, par exemple, d'un apiculteur où il m'appelle clairement pour me dire, j'ai un problème d'efficacité du médicament. Donc on essaye de comprendre ce qu'il en est, on va le voir en visite PSE. Donc c'est un apiculteur de loisirs, hein, pour vous donner un peu le contexte, qui avait 6 colonies dans son jardin. Donc 6 colonies toutes peintes en jaune. Je vous ai mis une petite photo finalement toute ouverte dans la même distance du rucher pour vous faire une idée du rucher de l'apiculteur. Je lui demande de faire un petit comptage sur ces colonies avant la visite pour se faire une idée de ce qu'il en est. Alors, il pose des langes et suite aux résultats de comptage sur l'ange lors de la visite, on se rend compte que les colonies au premier plan étaient autour de 3 varrois par jour. Donc, on est déjà très haut pour le mois d'octobre, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parle d'un varrois, même d'un demi-varrois par jour. Donc, on était déjà au-delà de ce qu'il fallait. Et les colonies à l'arrière-plan, alors il y en a une qui était à 15 varrois par jour et certaines étaient à plus de 100, voire 200 varrois par jour, ce qui est monumental. Et en discutant, en essayant de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec l'apiculteur, je lui ai dit, bah, t'as pas l'impression que quand tes colonies reviennent, enfin quand tes abeilles reviennent à la ruche, bah, finalement elles se trompent peut-être de boîte. Parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les ruches étaient peintes de la même manière. Et quand on regardait le rucher de face, tout orienté de la même manière, bah, finalement, systématiquement, je pense que les abeilles revenaient dans les mêmes boîtes. Et les 3 colonies qu'on voyait finalement avec beaucoup de varroa, c'était des colonies qui étaient en clinique de varrose, en dépopulation, avec des couvains mosaïques, un schéma de varrose classique. Et finalement, les 3 qui allaient à peu près bien, c'était celles qui captaient les butineuses des autres et finalement qui arrivaient à s'en sortir en maintenant un volume d'abeilles conséquent. Et les autres derrière étaient en complète déperdition du fait de la dépopulation en lien avec ce problème de dérive. D'autres exemples de photos que je peux voir sur le terrain pour vous dire que c'est pas un cas isolé, c'est un classique. Alors, vous allez avoir en haut à gauche, dès que la vidéo voudra bien venir, un autre rucher sur lequel on avait fait des estimations là, de varroa phorétique. Donc, même constat, on avait 2 lignes de ruches. La ligne de ruche à l'arrière, finalement, les colonies étaient avec des comptages qui étaient importants, des signes de varrose modérés, mais qui étaient quand même présents et les colonies à l'avant qui allaient très bien. Et puis en discutant avec l'apiculteur, on se rendait compte finalement qu'il y avait peut-être aussi des différences de production qui étaient à investiguer. Donc ça, c'est le type de rucher qu'il faut mieux éviter. Enfin, quand vous avez 2 types comme ça de lignes, tout orientées de la même manière, et ben, ça encourage finalement la dérive des abeilles et ça peut participer à la dissémination de problématiques sanitaires. Un autre exemple du même type en bas à gauche. Au milieu, on était sur une problématique sanitaire importante aussi, avec finalement une dérive importante des abeilles qui allaient d'une ruche à l'autre, vu la proximité des ruches et tout simplement. Et puis derrière, à droite, une autre problématique de rucher où on peut avoir des ruchers qui sont avec un axe un peu concave et finalement des abeilles qui se retrouvent avec des chemins de vol complètement identiques et finalement ça encourage la dérive. Et la dérive encourage finalement les problématiques d'échange de varroa et les problématiques sanitaires de façon générale. Donc un facteur de risque sur lequel on a un rôle à jouer en tant qu'apiculteur pour essayer de limiter un petit peu les contaminations de ruche en ruche. Un autre exemple que je voulais vous partager sur des pratiques capicoles et un retour de terrain en lien avec la gestion varroa. On est chez un apiculteur qui nous contacte pour une colonie finalement au mois de juin. On était sur des comptages sur l'ange beaucoup trop importants. On était à 35 varrois jour et 3,5 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Donc des comptages qui étaient vraiment hors normes. Donc, on a demandé à l'apiculteur de traiter tôt pour faire en sorte de gérer rapidement cette pression d'infestation avant qu'on ait finalement une décroissance de la population d'abeilles. Cette année-là, on était sur de la flumètrine qui a été réalisée pendant 6 semaines et on a demandé à l'apiculteur de surveiller sur l'ange finalement les chutes de varroa pendant le traitement pour s'assurer que ça chutait correctement. Alors, il y a eu 2 jours de comptage qui ont été faits sur les semaines 1, 3 et 5 pour se faire une idée de l'efficacité du médicament. On se rendait compte que les chutes se faisaient bien et rapidement. Dès la troisième semaine, on s'est dit, tiens, ça diminue, peut-être que tout est tombé déjà dès les premières semaines et qu'il y en a moins.
Et finalement, lors de la visite de l'apiculteur, on s'est rendu compte que c'était une lanière qui était tombée au fond de la ruche, d'où l'importance de la position de vos lanières hein, au cœur du couvain, à proximité des varrois. Pour rappel, on est sur des traitements qui fonctionnent par contact. Si vos lanières sont mal placées ou si une lanière n'est plus là, bah, finalement, ça a un impact qui peut être majeur, notamment sur des colonies qui ont des niveaux d'infestation trop élevés. Dès que la lanière a été remise en place, les chutes de varroa ont recommencé à être exacerbées. Alors tout ça pour vous dire aussi on s'est retrouvé à l'issue du traitement avec une pression d'infestation qui était encore non maîtrisée. Malgré les 6 semaines de traitement fait dans les clous, tout simplement parce qu'on avait une pression d'infestation initiale beaucoup trop importante. La pression varroa avait dérivé complètement et malgré un traitement d'été qui a été très efficace, vu les chutes recueillies, et ben, on s'est retrouvé quand même avec une pression à l'automne qui était beaucoup trop importante et au-dessus du seuil d'alerte pour les colonies. Ce qui a nécessité de renouveler d'autres traitements, ce qui n'est pas anodin aussi pour les colonies. D'où l'importance de ne pas laisser la pression d'infestation varroa s'emballer. Donc c'est là qu'on a aussi un rôle pour maîtriser les situations. Un autre exemple, là pareil, c'est un retour d'un apiculteur. Donc là, je vous partage notre travail de veto et de GDS, hein. On a des relevés qui reviennent très régulièrement, comme je vous le disais, de comptage via les apiculteurs. Et puis après, on s'arrange pour les contacter suite à leurs résultats pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, à l'issue du traitement, clairement, il y avait une pression d'infestation qui était beaucoup trop importante. Et puis en discutant finalement avec l'apiculteur, ce qui s'est passé, c'est que les colonies ont été traitées tôt. Quand vous regardez sur le petit graphique, on voit qu'elles ont été traitées début juillet. Donc, tôt en saison, c'est très bien. Mais finalement, quand on a discuté avec l'apiculteur, on s'est rendu compte que derrière, il y avait eu peu de visites pendant l'été. Parce que il y avait eu des causes perso qui empêchaient finalement un suivi régulier des colonies pendant l'été, ce qui a pu avoir un impact finalement sur l'efficacité des lanières, qui n'ont pas pu forcément être replacées systématiquement à proximité du couvain. Autre problématique peut-être aussi majeure, c'est que la pression d'infestation était peut-être trop importante également en amont du traitement. En discutant, finalement, on était sur un traitement d'été de l'année d'avant qui avait été réalisé un peu trop tardivement. Et puis derrière aussi un traitement d'hiver pour faire un second traitement qui avait été réalisé mi-janvier, donc aussi un peu tardivement. Derrière, on lui a demandé de faire un traitement du coup au varomède hein, pour essayer de faire chuter un maximum de varroa pour limiter la pression d'infestation. Et vous voyez un petit peu la photo qu'elle a pu nous envoyer derrière à l'issue, qui montrait un grand nombre de varroa tombés suite à ce traitement de rattrapage. Donc, on essaye d'éviter un maximum les traitements, si vous voulez, pour le bien-être de nos colonies. Mais il y a des situations où on est toujours à être sur du bénéfice-risque pour limiter un petit peu l'impact sur les colonies d'abeilles. Alors, un autre exemple de pratique capicole et de problématique varroa. Donc, on se rend compte, alors c'est un rucher, si vous voulez, d'un apiculteur professionnel. Donc, on était sur un rucher de 20 colonies qui avait eu une infestation non maîtrisée l'année d'avant et qu'on a voulu suivre dans le temps. Au printemps, en sortie d'hiver, on s'est rendu compte que la pression d'infestation était complètement maîtrisée. On était à 0,2 varroa en chute naturelle sur l'ange en moyenne sur le rucher, donc on était plutôt bien. Et progressivement, finalement, quand on est arrivé au mois de juillet, on s'est rendu compte que la pression d'infestation, elle est devenue complètement non maîtrisable, si vous voulez. Elle est partie de façon trop importante pour les colonies. Ce qui fait qu'à l'issue de votre traitement, on se retrouve avec des résultats qui sont un petit peu trop élevés. Alors, plusieurs critiques qu'on peut avoir sur ce suivi. Derrière, bon, on est sur des nombres de comptages qui sont parfois un petit peu insuffisants. Je vous ai dit qu'on était sur des techniques qui parfois n'étaient pas assez sensibles. C'est en ça que c'est important, à mon sens, notamment au printemps, de faire un bon nombre de comptages pour se faire une vraie évaluation de la situation d'un rucher. Et la deuxième chose aussi qu'on peut mettre en avant aussi aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on a des périodes hors couvain l'hiver qui sont de plus en plus courtes. Par exemple, cette année, nos colonies, dès le début janvier, avaient lancé une reprise de couvain. Par rapport à il y a quelques années, c'est des cycles de multiplication de varroa en plus qui fait qu'on se retrouve parfois avec des pressions d'infestation non maîtrisées beaucoup plus tôt en saison. Donc le réchauffement climatique a un réel impact, notamment sur la problématique varroa sur nos ruchers.
Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que régulièrement j'ai une dizaine d'appels, je vous le disais à l'automne, pour me dire mon traitement n'a pas marché. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que vos traitements ont des limites. C'est qu'ils vont avoir une efficacité autour de 90 ou 95% suivant les médicaments utilisés. Et que si votre niveau d'infestation de départ n'est pas maîtrisé, ben, on aura des varrois résiduels de façon beaucoup trop importante à l'issue de votre traitement. C'est en ça qu'il faut qu'on trouve des solutions pour éviter un emballement des problématiques, enfin des multiplications varrois. Alors un autre exemple de ce qu'on peut voir en fin de visite d'été, avec des commentaires d'apiculteurs qui me disent le traitement ne fonctionne pas. On a aussi d'autres problématiques, je trouve, en lien avec l'apparition des virus, hein, qui sont de plus en plus méchants à mon sens, notamment le nouveau variant, le virus, du virus des ailes déformées, le variant B. On se retrouve parfois avec des colonies où on ne voit plus une abeille naissante, on ne voit plus de nourrice. On a des classes qui sont en mauvaise santé d'âge. Et ce qui fait que si vous avez plus d'abeilles naissantes et plus de nourrices, bah, finalement, on n'a plus de contact entre varroa et votre traitement. On est vraiment sur des traitements qui fonctionnent par contact. Et si vous n'avez pas ce contact qui se fait, bah, derrière, c'est des semaines d'efficacité en moins pour votre médicament. Donc les actions mises en place qu'on fait, hein, dans ces cas-là, c'est qu'on demande aux apiculteurs de resserrer les colonies, de les partitionner et de les stimuler pour créer une activité autour des lanières. Donc le phénomène de résistance, je ne minimise pas quand même. On sait qu'on a de plus en plus de problématiques quand même sur le terrain. Donc la question se la pose systématiquement. Systématiquement, si on a des problématiques d'efficacité, ben, on va aller réfléchir à déposer un dossier de pharmacovigilance, hein, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi on a des problématiques de non-efficacité du médicament. Alors, c'est plus ou moins enfin, ce qui est plus compliqué pour nous, si vous voulez, c'est quand on n'a pas finalement des données de comptage en amont. On n'a pas d'historique, on n'a pas de suivi et ça nous permet pas de comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est en ça que vous avez un rôle majeur en termes de remontée de données. Là, c'est un petit exemple de photo où on avait voulu faire un petit test avant de mettre un traitement à base de pyréthrinoïdes sur notre territoire et de changer et de passer sur une alternance de molécules de façon généralisée sur notre région. On avait fait des petits tests dans 3-4 ruchers sur le département pour aller voir l'efficacité via des tests de Pétis. Donc ça peut être des petits tests qui peuvent être faits de façon très empirique, comme des tests phénotypiques pour se faire une idée un petit peu bah, de la sensibilité ou de la résistance des varrois sur le terrain. Alors pour conclure sur les pratiques apicoles, hein, je vous disais que vous aviez un rôle à jouer majeur. Donc pensez toujours à la position correcte de vos lanières au cœur des colonies au moment des traitements, de respecter les temps et dates de pause le plus tôt possible après votre récolte et de vous dire, ben, est-ce que ma colonie est en capacité finalement d'aller faire cette mielée d'été, cette mielée tardive? Et puis enfin, se dire, bah, réfléchir dérive et lutte collective. Et après, on peut se poser des questions sur la résistance euh, des varrois aux médicaments qu'on va utiliser. Après, autre rôle de l'apiculteur pour moi, c'est la nécessité d'aller vers une lutte intégrée pour mieux gérer le varroa tout au long de la saison. Si on parle stratégie dynamique et gestion varroa, alors quelques exemples bah, juste pour discussion, hein, et il y en a bien d'autres, hein. Donc, par exemple, bah, réfléchir au parcours, pourquoi pas différemment. Quand on veut aller sur une mielée tardive, par exemple chez nous, ça va être sur le sarrasin, sur le tournesol ou d'autres mielées tardives, et bien derrière, pourquoi envoyer des colonies qui ont été en production alors qu'on pourrait envoyer, pourquoi pas, des essaims que l'on aurait traités en amont pour faire en sorte qu'elles soient en capacité d'aller sur la mielée tardive. Là, par exemple, bah, c'est un exemple de parcours que je vous propose. Vous créez vos essaims. On peut faire un acide oxalique, par exemple, au moment du contrôle de ponte, parce que c'est un traitement qui fonctionne hors couvain. Vous faites votre surveillance, elle est au vert. Dans ces cas-là, votre colonie et votre rucher est en capacité d'aller sur la mielée tardive. Si ce n'est pas le cas, bah, derrière, il faut anticiper le traitement pour faire en sorte d'éviter l'effondrement de vos colonies. D'autres exemples de parcours conventionnels, sur des ruches par exemple, bah, au printemps pareil, surveillez vos colonies avant le démarrage de la saison pour s'assurer qu'elles sont en capacité d'aller sur les mielés de printemps puis les mielés d'été. Si ce n'est pas le cas, bah, il faut réfléchir à mettre en place soit un médicament, soit une technique de biotechnie associée à un médicament pour faire en sorte de réduire et maîtriser la pression d'infestation, tout en maintenant une surveillance associée. Donc c'est en ça que, pour moi, la pression d'infestation varroa doit être maîtrisée tout au long de la saison.
Alors, un petit exemple de parcours rapidement, parce que je vois le temps qui passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon exemple de démarrage, hein. Par exemple, là, on était au 14 mai. La millée d'été allait arriver. Il y a une colonie et sa voisine qui avaient des comptages qui commençaient à dériver. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette colonie? On a fait tout simplement un retrait de couvain. On a retiré entièrement le couvain de la colonie pour réduire finalement la colonie à un paquet d'abeilles avec sa reine, pour la traiter immédiatement à l'acide oxalique. Et puis derrière, on a créé deux essaims sur lesquels on a introduit des cellules pour faire en sorte de le traiter hors couvain après l'acide oxalique. Donc à partir d'une colonie finalement qui était en train de qui aurait pu partir en dérive de varose, on a créé finalement trois essaims qui après allaient très bien. Petite note personnelle, on a changé la reine en fin de saison. Pourquoi? Je pense que de plus en plus, il va falloir réfléchir finalement à gérer les problématiques varrois comme vous gérez des problèmes de loques, par exemple. Si on est sur une colonie qui dérive comme ça en termes de varrois, il faut peut-être réfléchir finalement à changer la génétique pour mieux maîtriser la pression varroa. Alors, une autre réflexion que j'ai aussi de mon côté, c'est de réfléchir à tout ce qui est résistance et tolérance à varroa. Vous le savez, toutes les colonies ne se comportent pas de la même manière vis-à-vis du varroa. Là, on est par exemple sur des colonies qui ont été visitées à la fin mai. C'est un rucher de trois colonies où on s'est entre guillemets amusé à regarder un petit peu l'historique des colonies et à faire des comptages et des tests hygiéniques. Alors sur la première colonie, on était sur une colonie populeuse avec un joli couvain dans l'ensemble. Elle avait fait deux hausses de miel au printemps et un essaim. On fait un comptage de varroa phorétique, on est avec 2,6 varrois pour 100 abeilles, ce qui est énorme pour le 29 mai. Ça veut dire que c'est une colonie qui n'est pas en capacité d'aller sur la mielée d'été. On fait le test hygiénique, on se rend compte qu'il est inférieur à 50%. Elles ont nettoyé moins de 50% des cellules au bout de 6 heures. Alors que les deux copines d'à côté, issues du même rucher, on était sur des colonies qui avaient fait également deux hausses de miel, enfin pour une un essaim et pour l'autre deux essaims. On était sur du zéro varroa phorétique pour 100 abeilles, avec des tests hygiéniques qui étaient à 100% pour l'une au bout de 6 heures et à 78% pour l'autre. Donc, la question, c'est de se dire, bon, la première colonie, on n'aurait pas fait de comptage ni fait ce test hygiénique, on se serait dit, tiens, elle est magnifique, on va continuer de la multiplier, nettoyer finalement, faire multiplier finalement une colonie qui n'est pas du tout hygiénique vis-à-vis de varroa. Donc, ça permet d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur vos colonies et de commencer à aborder les réflexions autour de la résistance et la tolérance au varroa. Alors, pour conclure un petit peu, quelques principes rapides à retenir, hein. On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses sur Varroa. Enfin, Varroa, pour moi, il est intégré dans votre suivi de ruche au quotidien. La gestion Varroa, c'est pas que mettre des lanières l'été, c'est aussi le réfléchir tout au long de la saison. Donc, c'est prendre en considération tous les facteurs de risque, le sanitaire, la nutrition, la production. Pensez à la santé de vos abeilles d'hiver quand on se retrouve au mois d'octobre avec des situations qui sont compliquées. Derrière, même si on essaie de la rattraper, l'impact est quand même là sur vos abeilles d'hiver. Donc derrière, c'est pas facile de rattraper une situation gérée aussi tardivement. Oubliez complètement le modèle un seul traitement par an à la même date, hein. Pour moi, c'est fini. C'est fini. On peut plus gérer les colonies en se disant je mets deux lanières et puis c'est bon, ma varose, enfin mon varroa est géré. Utilisez vraiment beaucoup plusieurs stratégies de gestion au cours de la saison et tout cela associé à une surveillance. Pour moi, chaque saison est différente et le comptage est la clé pour un bon suivi. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez quelques questions. Merci beaucoup, merci Caroline. Et je pense qu'il y a quelques petites questions qu'on pourra aborder. Il nous reste, allez, 14-13 minutes euh, avant de libérer Caroline. Donc, on va essayer de reprendre ça. Alors, il y a une question qui se répète, donc elle est posée par plusieurs personnes. Quels sont les coefs correcteurs pour les contagions sucre glace et CO2, Alors, il y respectivement? avait une petite étude qui avait été faite notamment sur la lavande. Et puis, pour l'avoir retesté avec notre ADA local, on s'était rendu compte que les chiffres étaient complètement cohérents. En général, pour le sucre glace, on met un coefficient correcteur à 1,1 et pour le CO2 à 1,4. Alors, comme dirait notre technicien ADA local, et j'aime bien parce qu'on fait beaucoup de CO2 et que ça parle, euh, comme la formule elle est un peu compliquée, c'est 0,14, c'est le poids de l'abeille.
que multiplie finalement le nombre de varrois que divise le poids de l'abeille que multiplie 100 pour être en pourcentage fois le coefficient correcteur d'1,4. Et bien en fait, si vous faites 19,6, 19,6 c'est l'ancienne TVA que multiplie le nombre de varrois que divise le poids d'abeille, ça marche très bien. Oui, au final, c'est une méthode de calcul, mais qui reste aussi très intéressante, je pense, pour corriger tout au moins ce qu'on peut louper avec le sucre glace et CO2. Ça me permet juste de rebondir, parce que je pense aussi à ce facteur un peu de méthode invasive ou pas. Il y a un article très récent qui est sorti en octobre de Geoffrey Williams, enfin, un spécialiste en agriculture de l'université d'Auburn aux US, qui a repris un petit peu la mortalité d'abeilles. Il a comparé un peu euh, la méthode alcool et la méthode de lavage au sucre glace. Parce qu'on dit souvent au sucre glace n'affecte pas les abeilles, mais malheureusement, il a prouvé quand même que après usage, 70% de l'échantillon prélevé périt quand même dans les 3 jours qui suivent. Donc voilà. Honnêtement, c'est vrai que c'est une méthode qu'on propose hein, au choix des agriculteurs, mais en toute honnêteté, je préfère quand même la méthode à l'alcool qui permet d'avoir une précision et puis voilà. Il Enfin, reste la méthode de référence, effectivement. exactement. Alors je vais reprendre une autre question qui rejoint un peu le comptage. Donc de Monsieur Goujon qui dit comptage ok, mais pourquoi ne pas traiter sans comptage? Je trouve que c'est plutôt une très bonne question pour résumer un petit peu cette approche de surveillance et suivi d'investation. Alors pour moi, on est toujours sur du bénéfice-risque, hein. Faut pas oublier hein, qu'on traite un insecte sur un insecte. Donc au final, on essaye de limiter quand même les traitements pour faire en sorte qu'ils soient opportuns en fait. Pour moi, en termes d'innocuité pour l'abeille, il est important finalement d'essayer de faire en sorte de traiter vos colonies quand elles en ont besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'elles en ont besoin au moins 1 à 2 fois par an. Et après, c'est de pouvoir faire en sorte bah, de rajouter, si nécessaire, des interventions humaines pour gérer des problématiques qui seraient dérivantes. Et ça peut passer par de la biotechnie comme du médicament. Mais toujours réfléchir bénéfice-risque à mon sens. Voilà un petit peu je reprends une petite question enfin, qui reprend un petit peu la théorie et ça me permettra aussi de reprendre sur certains éléments. L'avoir été spécifique à des races d'abeilles. Et dans la même question, le varroa est-il présent dans les pays chauds, Afrique, Amérique du Sud? Oh, bah, il est présent partout. Malheureusement. Malheureusement. Non, le varroa est présent un peu partout aujourd'hui. Et c'est surtout l'expansion de l'abeille domestique, hein, Apis mellifera, qui a fait que il y a eu ce transfert justement. Varroa était porté beaucoup plus sur Apis cerana, l'abeille d'Asie, d'Asie. Je ne sais pas prononcer Mhm, euh, sur la localisation, mais il a été transféré sur Apis mellifera et ce transfert effectivement d'un hôte normal à un hôte qui n'est pas habituel, ça a créé toute cette infestation disséminée un peu partout dans le monde. Et même pour les climats chauds, bah, il arrive quand même à s'y vivre facile. Alors, il y a cette question aussi de Monsieur Moreau qui répond, quel traitement utiliser au printemps si infestation? Alors le printemps, vous avez toute la saison qui est devant vous. Donc il y a plein de possibilités, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles en fait. On peut faire des divisions, des retraits de couvain, on peut faire du piégeage dans le couvain mâle, on peut associer la biotechnie à un traitement médicamenteux. Donc clairement, enfin, tout est plus ou moins possible vraiment au printemps parce que vous avez vraiment la saison qui est là. Euh, Après, si vous faites un traitement, bah, il faut l'associer à une surveillance. Parce que la difficulté, c'est que, bah, comme je le disais, le varroa est caché dans le couvain et vous avez la quasi-totalité des médicaments qui marchent sur les varrois en phase de phorésie. Ce qui fait que l'accessibilité des varrois n'est pas toujours si évidente que ça pour les médicaments. C'est en ça que l'association avec la biotechnie me semble une bonne stratégie en démarrage de saison.
On a des parcours de colonies, parfois, comme je l'ai montré sur la dernière diapo, où on va faire des retraits de couvains pour faire en sorte de créer de nouvelles colonies. Alors, en général, on est obligé de l'associer à une alimentation à côté si vous n'avez pas une mielée en parallèle, ce qui permet de pouvoir avoir des phases finalement hors couvain où on pourrait associer un médicament qui aurait une meilleure efficacité, quoi. Je reprends une autre question de Monsieur Duron. François, malgré le comptage, recommandez-vous un traitement systématique même si le niveau de varroa est bas? Alors pour moi, je n'y crois plus trop aujourd'hui à des colonies où on arriverait finalement à... Enfin, j'en ai jamais vu en fait. Enfin, même sur des colonies censées être plus ou moins résistantes à varroa, pour moi, le traitement d'été est indispensable. J'ai jamais, enfin, par chez moi en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion de voir des colonies qui n'avaient pas eu besoin d'un minimum d'un traitement dans l'année, quoi. Donc, à voir suivant la sensibilité de vos comptages aussi. Il y a comptage et comptage, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les comptages de varroa phorétique, on est sur une technique qui n'est pas hyper sensible. Donc, il faut quand même se méfier des résultats de vos comptages. Si vous me dites, j'ai fait des comptages sur l'ange toute l'année et je suis sûre de mon coup, il n'y a pas de varroa, ben, je demande à voir. Mais pour moi, j'y crois pas. Enfin, pas chez nous en tout cas. Oui, ce que j'allais dire, c'est que tout dépend des climats et tout dépend aussi des parcours des colonies. Et je pense que, oui, Caroline, tu avais abordé quand même des points très importants par rapport à l'infestation, à la réinfestation. Donc, je pense que si traitement il y a, je pense qu'il faut le systématiser à un rucher de manière globale. Ça veut dire on peut pas juste traiter une, deux ruches par-ci, par-là et au milieu de tout un rucher. Ça, c'est sûr. Alors, je vais reprendre d'autres questions ici. Alors, existe-t-il des traitements préventifs ou répulsifs à varroa Ah en bah, traitement bio? Euh, alors, des traitements enfin, autorisés en agriculture biologique, oui, il y en a. Des traitements qui vont repousser le varroa et les sortir du couvain. Et non, ça, enfin, j'en connais pas, moi, en tout cas, tu pourras compléter, Abdelrahim. En tout cas, des traitements agréés en agriculture biologique, oui. Alors, comme vous l'avez vu sur la diapo que j'avais présentée, ils n'ont pas le même niveau d'exigence en termes d'efficacité. Sur un traitement conventionnel, on leur demande d'avoir une efficacité au moins à 95%, sur un traitement de bio au moins à 90%, ce qui peut avoir toute son importance quand on est sur un traitement avec une croissance exponentielle comme le varroa. On peut avoir finalement des varroas résiduels qui sont trop conséquents à l'issue d'un traitement bio. Il faut savoir que les bio utilisent fortement tout ce qui est technique, enfin, tout ce qui est biotechnie pour faire en sorte de gérer varroa tout au long de la saison. Parce que sinon, la dérive de varrose est vite arrivée, quoi. Enfin, j'ai rien à redire à ce que tu viens de dire. Je pense que tu as parfaitement résumé la réponse à cette question. Mais surtout, ayez aussi conscience qu'on est en train de gérer un acarien au milieu d'une population d'insectes. Donc, ce qui rend encore les choses un peu plus délicates et difficiles sur le plan pharmacologique chez l'abeille, c'est que malheureusement, il y a quand même un petit rapprochement et ce qui peut être efficace sur l'un peut l'être sur l'autre aussi. Donc, d'où la difficulté qu'on a sur le développement de nouvelles molécules et aussi toute la recherche qui est sur l'aspect répulsif. Et aussi, un deuxième élément juste que je vais rajouter, c'est que tout à l'heure, Caroline avait mentionné deux phases d'infestation. Donc, il y a une phase aiguë, il y a une phase chronique. Dans cette phase chronique, c'est tout simplement la phase de reproduction. Et cette phase de reproduction, elle est intimement liée au cycle de vie d'une abeille. Donc, il y a du couvain, du moment qu'il y a du couvain, bah, il y a de la reproduction. Et bah, finalement, ça va un petit peu ensemble. Et cette courbe de Varrois, l'idée, c'est surtout d'enchaîner des stratégies pour limiter l'aspect exponentiel de cette courbe le plus loin possible dans une saison, afin de le gérer avec un traitement d'été.
Alors, euh, je vais essayer euh, de reprendre les questions. Je vois que ça arrive un peu de partout. Alors, il y a une autre question. Nous avons débuté notre traitement Aptiva. Oh, oui, enfin, je devrais pas dire le nom. 15 juillet, suite à cela, notre contact sur l'eau nous a révélé un taux de 20 varrois sur 48 heures à plusieurs reprises. Nous avons effectué un traitement à l'acide oxalique le 15 octobre et malgré cela, nous avons actuellement un taux d'infestation à 4 varrois sur 48 heures. Pouvons-nous refaire un traitement en décembre sans trop de risques? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Effectivement, votre infestation résiduelle à l'automne était beaucoup trop importante, ce qui a nécessité un traitement. Après, on est toujours sur du bénéfice-risque, hein. Normalement, on fait un acide oxalique par génération d'abeilles. On est sur vos abeilles d'hiver. Après, tout est une histoire de bénéfice-risque. Est-ce que la colonie, elle est encore très populeuse ou pas? À un moment donné, ce qui est sûr, c'est que redémarrer la saison prochaine avec 2 varrois par jour, c'est beaucoup trop important. Donc, je pense que, une nouvelle intervention peut être intéressante, mais il faut savoir qu'on est dans un contexte, où on multiplie les traitements et ça peut ne pas être anodin quand même pour la colonie. C'est toujours la problématique de ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est très fréquent que j'ai plein d'appels à l'automne pour des problèmes d'infestation résiduelle très importantes. La difficulté, c'est qu'on est déjà tard en saison et que c'est compliqué de le gérer. Là, si vous allez faire votre traitement de rattrapage au mois de décembre, enfin, en plus de celui que vous avez déjà fait au mois d'octobre, ben, on ne le fait pas pour finalement pour vos abeilles d'hiver, on fait en sorte de le faire pour finalement redémarrer la saison pas trop haut l'année prochaine, quoi. Donc, bénéfice-risque, enfin, la question, elle n'est pas facile. Si votre colonie, elle est populeuse, moi, je le ferai quand même. Alors, je vais reprendre une autre question et je vois qu'on atteint vite 19 heures. Quel délai faut-il respecter entre traitement et la pause de hausse? Du moment que vous enlevez le traitement, enfin, de ce que je connais, il n'y a aucun traitement qui a un délai d'attente, enfin, à moins que vous me Non, il n'y en a corrige, aucun. Caroline. Non, non, Donc, c'est bon, on est d'accord. voilà. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que aucun traitement si hausse il y a. Donc, si la hausse est toujours présente, il y a aucun traitement qui est autorisé et je ne vous encouragerai jamais à le faire. Pourquoi alterner les molécules afin d'éviter la concurrence alors que les abeilles se sont renouvelées durant l'année? Pas vraiment question aussi, celle-là. Alors, c'est plus par rapport aux varrois qui sont présents finalement dans vos colonies. On veut alterner les molécules parce que on veut éviter de créer une pression de sélection de résistance sur vos varrois. Et le fait d'alterner les molécules fait en sorte que les varrois qui pourraient potentiellement avoir une accoutumance vis-à-vis de votre médicament numéro un et bah, seraient peut-être plus sensibles par rapport à une deuxième molécule, ce qui pourrait être intéressant pour limiter une pression de sélection de résistance, quoi. Donc, c'est en ça qu'on vous encourage vraiment de plus en plus à alterner les molécules en saison et au fil des années aussi. Moi, je vous rapprocherai surtout de vos GDSA et de vos PSE. Je sais que nous, on a la chance d'avoir un GDS régional où on encadre finalement un petit peu les traitements qui vont être utilisés sur le territoire, ce qui permet d'avoir une certaine cohérence entre tout le monde. Après, je pense qu'il y a beaucoup de régions qui font comme nous, donc n'hésitez pas à essayer de comprendre un petit peu d'une année sur l'autre quel traitement va être recommandé. Alors, j'essaie de reprendre des questions. Alors, il y a une question par rapport au modèle de ruche. Je vais la poser quand même. Observez-vous des différences dans la gestion du varroa entre des modèles d'Adam et Langstroth? J'en sais rien. C'est une bonne question. Ouais, J'imagine. Enfin, je me dis que moi déjà sur tous les médicaments qui fonctionnent par évaporation, on doit avoir des oui. différences d'efficacité. Sur tout ce qui est médicaments qui fonctionnent par contact, si vos lanières sont correctement placées, replacées, etc. Enfin,
Je pense que ça doit fonctionner de la même manière. Par contre, sur la dynamique de multiplication des varrois dans le couvain, peut-être que la dynamique des colonies n'est pas exactement la même suivant les modèles de ruches et on pourrait peut-être avoir quelque chose d'un petit peu différent. Mais alors là, je ne voudrais pas trop m'avancer sur ce sujet, ce que je ne peux pas vous dire. Bah, généralement, on raisonne par rapport à un volume global de colonies. Sur le plan de développement des médicaments, il n'y a pas de grande différence, hein, pour tout dire. Mais c'est du moment que les produits sont bien placés, enfin, tout au moins les produits par contact, qui agissent par contact, sont bien placés dans le nid de couvain, je ne vois pas de différence. Mais comme l'a souligné aussi Caroline, potentiellement la reproduction du varroa peut être une différence et aussi les médicaments qui se diffusent plutôt par gaz. Donc là, potentiellement, faut faire attention. Pour celui qui a posé la question, si vous voulez nous l'envoyer par mail, je vais vous apporter de plus en plus de précision. Il y a aussi des questions par rapport à l'acide oxalique. Je vais en prendre de manière générale. Il y a plusieurs questions qui se répètent. Euh, Quel mode d'action de l'acide oxalique? Et est-ce que bénéfice-risque sur l'usage de l'acide oxalique au printemps? Alors, l'acide oxalique, c'est quelque chose de très intéressant dans la gestion de varroa. On a des très bons résultats avec les médicaments à base d'acide oxalique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous avez du couvain, par contre, on est sur un médicament qui fonctionne plus du tout. On est vraiment sur un fonctionnement, sur des varrois en phase de phorésie. Donc, si vous voulez le faire au printemps, il faut l'associer à de la biotechnie et créer des périodes de rupture de ponte. C'est classiquement le médicament qu'on va utiliser sur les essaims créés pour faire un traitement hors couvain, sur des essaims récupérés pour nettoyer varroa, entre guillemets, ou par exemple suite à des techniques d'engagement ou de retrait de couvain. Sur le fonctionnement exact, je pense que mon collègue pourra vous en dire davantage. Il y a eu des publications intéressantes qui sont sorties dernièrement sur le fonctionnement de l'acide oxalique, mais je suis pas sûre qu'on sache tout à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que bon, j'ai pas de position particulière, en tout cas sur la méthode de diffusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une activité de la colonie pour que le médicament diffuse correctement, quoi. Je te rejoins, c'est toujours c'est compliqué cette question du réel mode d'action de la molécule. J'avoue que tout au moins la science ne l'a pas révélé entièrement. Il y a des ressources qui rapportent quand même une action sur le métabolisme calcique, donc le métabolisme du calcium chez le varroa. Donc qui dit métabolisme du calcium dit potentiellement une perturbation du fonctionnement nerveux du varroa. Donc, au final, on cible plus ou moins le même système parce que tous les acaricides, de manière générale, ils ciblent les systèmes nerveux des parasites et c'est le cas du varroa. Donc, mais ça reste très vague. Donc, on ne connaît pas réellement le mode d'action précis de l'acide oxalique. Mais voilà ce que je peux dire là-dessus, parce qu'il y a quand même aussi des rapports qui fonctionnent par contact, que ça brûle aussi le varroa, qu'il y a l'aspect acide de la molécule qui joue un rôle, mais disons que le mode d'action n'est pas entièrement élucidé. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a une dernière question je pourrais prendre là-dessus. Avez-vous des informations par rapport aux nouveaux médicaments innovants utilisés aux US traitement à base d'ARN? Je te laisse répondre. À part des publications scientifiques, je j'ai pas trop de recul sur la question. Ouais. Peut-être que toi, tu en as un petit peu. Sur l'usage, pas du tout aussi, parce Ouais. que ça reste quand même un médicament qui a été validé, je crois, au mois de septembre, si même ma mémoire est bonne, donc c'est tout récent. Il paraît que c'est un médicament qui agit encore une fois sur la phase chronique, donc on n'est pas du tout sur la phase aiguë. Est-ce que c'est bien de l'associer? Moi, je dirais que je suis toujours sous l'égide de l'IPM, de la gestion intégrée du varroa, donc on peut envisager plusieurs stratégies, plusieurs pistes.
En revanche, non, j'ai pas du tout de recul sur un usage terrain là-dessus. Donc, honnêtement, je peux pas donner plus que ce que les publications rapportent. Mais complètement, je pense que c'est aussi une stratégie à envisager aussi dans une stratégie, dans une stratégie de lutte globale contre Varroa. Je vous propose qu'on s'arrête ici, il est 19h10. Merci encore aux courageux qui sont toujours restés. Donc, j'espère qu'on a pu répondre et apporter quelques éclaircissements, précisions et aussi quelques astuces aussi pour votre gestion au varroa et pas que en termes de pratique apicole. Je me permets de remercier d'abord Caroline. Donc, merci beaucoup Caroline pour tout ce travail et ce partage. Avec plaisir. Et on va vous donner rendez-vous sur d'autres sessions. Donc, on va essayer d'organiser de nouvelles sessions. Euh, Essayer de vous inscrire à nos newsletters. Donc, je pense qu'on va diffuser les informations au plus vite. Et je me permets aussi de remercier mes collègues qui sont derrière parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a cet espace-là. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous.